Au Togo, l'un des prix les plus bas que j'ai vu pour un 12 mètres carrés, c'est 35 000. En Côte d'Ivoire, il y a des emplacements qui peuvent te coûter 3 millions pour 15 jours. On cherche vraiment à faciliter, streamliner, huiler tout le process de réservation, gestion de panneaux publicitaires en Afrique. Où est mon panneau? Quand est-ce qu'il est disponible? Quelle publicité il y a dessus? Quand est-ce que la publicité finit pour pouvoir déjà la louer? Un annonceur, ça peut être l'église qui veut lancer une publicité. Décrypte, le podcast avec Edem Piaggio. Bonsoir. Salut Edem, comment tu vas Yann? Ça va, ça me fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Pour la petite anecdote, avec Edem, on travaille sur plusieurs sujets. Il a l'une des, pour ne pas dire la meilleure agence ici au Togo, Maonou, spécialisée dans Odoo. Et puis, depuis quelques mois, il est en train de lancer un super business qui nous aide, nous tous, toutes les agences, qui s'appelle Kidolé. Yes. J'aimerais bien, pour changer, commencer par te demander, c'est quoi Kidolé? Avant de parler de toi, on va parler de Kidolé. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que toi tu connais bien le sujet, mais si je dois résumer Kidolé d'abord c'est un Swahili. Ça veut dire montrer du doigt. L'idée est de mettre en avant. Donc ça te montre tout de suite l'univers. C'est la publicité, c'est le branding, c'est beaucoup de choses qui mettent en avant les boîtes, les individus, etc. Kidolé en fait est né d'une réflexion autour d'une donnée que j'avais en 2019. Nous étions avec des collègues, je citais vraiment Fils Abouté et Samuel Atik aussi, nous étions engagés par l'équipe qui créait la SNB, D'accord, donc la brasserie. d'accord. Et ils nous ont demandé de les accompagner un peu dans du consulting à aller chercher les panneaux publicitaires sur le territoire. Pour la petite anecdote, c'est nous qui avons donné le nom Jama. Ils racontent pas pourquoi le truc s'appelle Jama, mais il y a toute une histoire derrière. Ok. Donc c'est vous qui avez donné le nom de Jama. C'est incroyable, ça. oui. À trois, on a trouvé le nom. En fait, ils cherchaient une bière qui fait lien entre le Togo et l'Allemagne. Okay. Une bière forte, Oui. connotation forte et masculine. Donc en fait, Jama, si tu fais le lien, c'est German. German, yes. Dans nos langues, quand tu veux dire un allemand, tu dis Jama. Germanito, Jama. Et quand tu veux dire un mec costaud, tu dis German. Tu vois un peu. Ouais. Et donc, Jama, c'est la bière qui fait le lien entre l'homme fort, l'homme togolais, qui dit German en disant Jama, et Adja Totoa. Wow. Donc voilà d'où le nom Jama. On va revenir sur le processus créatif qui vous amène à trouver ce nom par la suite. Mais revenons sur Kidolé. Donc Okay. du coup, en fait, Kidolé est une plateforme qui permet en fait à un annonceur de trouver des panneaux publicitaires disponibles sur un territoire. C'est quoi un annonceur? Pour les personnes qui nous regardent, qui savent pas c'est quoi un annonceur? Un annonceur, ça peut être l'église qui veut lancer une publicité. Okay. Ça peut être ta boîte, ça peut être Coca-Cola, ça peut être Glovo, ça peut être Uber, parce qu'ils font de la publicité. D'accord. Donc un annonceur, c'est quelqu'un qui publie une annonce publicitaire. D'accord. Ok. Donc par définition, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de permettre aux annonceurs de trouver des panneaux publicitaires, des espaces publicitaires. Pourquoi espace? Parce que on démarre avec les panneaux, mais on va s'étendre à d'autres types de supports. Donc on parle de panneaux dans les villes. Panneaux publicitaires dans les villes, qu'ils soient statiques ou digitaux. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de trouver des panneaux géolocalisés, de pouvoir faire du booking et de pouvoir rentrer dans tout le process paiement, etc. Et surtout de permettre à la régie publicitaire, c'est elle qui soit possède le panneau, soit administre les panneaux pour quelqu'un, de pouvoir avoir une vue 360 sur le parc. Où est mon panneau? Quand est-ce qu'il est disponible? Quelle publicité il y a dessus? Quand est-ce que la publicité finit pour pouvoir déjà la louer pour demain? D'accord. Donc, je reviens sur le processus de collecte de cette donnée. On a collecté la donnée sur le Togo pour pouvoir donner à la SNB la liste des panneaux sur lesquels il serait intéressant qu'ils démarrent les campagnes publicitaires pour le lancement de la brasserie.
D'accord. On avait imaginé plein de concepts, mais voilà, on avait ces données en 2019. D'accord. Et donc, Du coup, avec les enjeux de savoir où se trouvent les meilleurs panneaux. Ok. exactement. Ok. Et donc du coup, aussi Maono a participé à la création de Kidolé dans le sens où avec Maono, nous avons géré des campagnes de LG, Samsonite, Macari de Suisse, pour Ramco et d'autres enseignes ici. Et le fait que ce soit chronophage de trouver des panneaux, de les booker, parce que on t'envoie un fichier PDF ou un Excel, dans 2 heures, il peut être obsolète parce que autre commercial a déjà booké un panneau. Tu dois revenir sur ta sélection, aller valider avec ton client les emplacements, etc. Ça nous a conforté, en fait, en tout cas, ça m'a conforté dans le besoin qu'on a sur le marché d'avoir une plateforme qui facilite, en fait, ce petit monde. On a l'impression que c'est une niche, mais c'est pas une niche. Ouais. C'est beaucoup d'acteurs. C'est, comme j'ai dit, les annonceurs, les régies, les poseurs, tous ceux qui vont faire les créas, etc. Tout le monde est impliqué dedans. Donc voilà un peu l'origine de Kidolé. Donc on cherche vraiment à faciliter, streamliner, huiler tout le process de réservation, gestion de panneaux publicitaires en Afrique. Tu sais, merci déjà pour cette présentation très claire de comment t'es venue l'idée de Kidolé. Moi, pendant longtemps, quand j'ai lancé Pandore, je m'étais dit, c'est le digital, c'est le digital. Et depuis 2 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens passent plus de temps sur les radios, les gens passent plus de temps à regarder des panneaux publicitaires en ville. Je sais pas quel est ton regard sur le sujet finalement, parce qu'aujourd'hui on parle encore beaucoup de digital, mais on se rend pas compte qu'en fait cette publicité historique là, bah en fait c'est ça que les gens consomment, tu vois. Et effectivement, il y a très peu d'initiatives qui ont digitalisé ces plateformes historiques. Comment ça se passe concrètement d'adresser ces marchés, j'ai envie de dire de la vieille école, j'ai l'impression. Alors, je pense pour moi, je vais partir du digital pour venir à la publicité out of home. Okay. Out of home qui OOH. Okay. Donc, tout le monde aujourd'hui a une page Facebook, un compte Instagram pour faire sa publicité, mettre ses visuels, etc. C'est très bien. On amène la publicité chez les gens. C'est vrai qu'avant la venue des réseaux sociaux, les seuls endroits où tu avais la publicité, c'était la télé pour venir chez toi, la radio et les panneaux publicitaires ou les magazines. D'accord. Donc en fait, la digitalisation des réseaux sociaux a amené une facilité à envoyer la publicité dans les téléphones des gens, à pouvoir depuis son ordinateur en quelques clics envoyer ma publicité, qu'elle soit visible en France même si je suis au Togo. D'accord. Mais les professionnels de la communication, là où se jouent les plus gros budgets, ok, en Afrique, toute cette partie n'est pas digitalisée. Ok. Même s'il existe des solutions que tu peux aller chercher et installer sur ta machine, elles sont pas faites pour répondre aux besoins de 2024. En tout cas, en 2021, quand je faisais mon benchmark pour faire les maquettes, j'ai trouvé des solutions qu'il fallait installer sur sa machine pour gérer son parc, pour générer des devis, etc. Mais ça répond pas aux besoins aujourd'hui. Pour moi, Kidolé répond à quoi? En gérant mon parc, je peux, dès que quelqu'un m'appelle et me dit, je voudrais 10 panneaux placés dans tel quartier, je suis capable avec Kidolé de lui envoyer un lien. Avec ce lien qui vient de ma plateforme de gestion, la personne peut voir les emplacements que j'ai sélectionnés pour lui. Peut voir ce qu'il y a autour. Peut voir de quel côté de la route se trouve le panneau. Elle peut prendre une décision très claire, rapidement. Ouais. Alors qu'avant, c'était vraiment ce document Excel qui ne donne pas la géolocalisation, qui donne une adresse approximative en disant au rond-point de machin. Ça ne rendait pas, ça ne donnait pas en fait de la valeur au travail des régies publicitaires qu'ils faisaient à aller placer des panneaux aux bons endroits, à toujours chercher les meilleurs endroits pour mettre leurs panneaux. Ça ne donnait pas de la valeur au marché, parce que du coup, on ne sait pas exactement où sont les panneaux. Et un deuxième aspect qu'on essaie de répondre, c'est comment on sait combien de personnes ont vu les panneaux. Ça, donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ouais. Dans la publicité, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les sites Internet, on peut savoir combien de personnes ont vu et cliqué. Oui.
Sur le marché de la publicité out of home, à part JC Deco, personne n'est capable de faire ça. Et comment eux, ils le font? Ils ont des solutions internes, sauf qu'ils sont pas ouverts. Le réseau JC Deco peut mesurer, mais il n'ouvre pas ça aux autres. Et si tu vois au Togo, JC Deco, je ne sais pas s'ils sont là, ils ont peut-être des panneaux à l'aéroport. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, mais ils sont pas la majorité du parc. Ils ont peut-être les endroits les plus intéressants, mais ils ont pas la majorité du parc. Et c'est pas tout le monde qui peut se payer leurs emplacements. Donc du coup, il y a un enjeu de pouvoir permettre à tous les acteurs de moderniser leur manière de gérer leur parc et de pouvoir conserver les publicités en Afrique. Parce que ce soit Visco, que ce soit Canal, que ce soit d'autres grands annonceurs, ils en ont un peu marre de mettre de l'argent et de pas savoir ce que ça rapporte. Oui. Voilà. Oui. Et donc, du coup, en fait, effectivement, ce que tu dis, ça fait totalement sens dans la mesure où même nous, au niveau des agences, lorsqu'on doit calculer ce coût d'acquisition du lead marketing ou bien évaluer le retour sur investissement, on a besoin d'avoir les données de combien de personnes ont vu la pub et c'est impossible en fait avec le out of home actuellement. Exactement. Comment vous allez adresser ça du coup concrètement? Tu as des pistes? Oui, des pistes et des choses qui fonctionnent déjà. Deux manières, même trois. La première des manières, c'est aujourd'hui, on a utilisé les données de Google Maps, on a les données des panneaux, on a leur géolocalisation, et on a superposé les données de Google Maps avec ces panneaux pour pouvoir mesurer qui sont ceux qui sont passés, en tout cas grâce aux données de Google, bien entendu, combien de devices sont passés dans la zone, la répartition homme-femme, combien de temps ils ont passé dans la zone. C'est des petites infos comme ça que tu peux collecter. Un deuxième niveau, d'ailleurs même avant d'arriver au deuxième niveau de mesure, même la recommandation de je veux faire une publicité qui adresse les étudiants. Je peux obtenir la donnée en superposant mon fond de carte avec Google Maps. Je peux savoir qu'il y a une université ici, il y a une école ici, donc ma publicité, si je la place à tel endroit, elle va toucher ma cible. Donc ça, ce sont des éléments supplémentaires qui peuvent vraiment aider à la prise de décision quant au choix du panneau. Donc la deuxième manière de mesurer, ça on est rentré en R&D avec un docteur Nikwe, un Togolais qui vit en France. Son sujet d'étude, c'était de placer des caméras et d'étudier le comportement des moutons. Okay. Et donc, il a fait ce truc, il peut analyser les mouvements et on peut traquer certaines choses. Donc, on est en train de travailler, je pense qu'on y est presque là, sur un petit module avec un petit Arduino, une caméra, du stockage, une carte SIM, une alimentation par panneau solaire qu'on va mettre sur les panneaux et qui va nous permettre de mesurer, en fait, de compter le nombre de véhicules qui sont passés, le nombre de personnes qui passent à côté du panneau ou en dessous du panneau. Combien de personnes s'arrêtent, lèvent la tête, et combien de temps ils passent pour regarder. Ça, c'est une deuxième étape de notre façon de mesurer. Okay. Et peut-être la troisième étape, c'est elle est beaucoup plus ambitieuse, c'est de changer notre manière de consommer la publicité out of home. Okay. Et c'est une application qui va permettre, parce qu'on a la donnée des panneaux publicitaires, parce que on a les utilisateurs qui passent, on les connaît. Pour peu que tu installes notre application Kidolé, ça c'est dans une troisième phase, tu vas pouvoir recevoir toutes les publicités que tu as croisées sur ton passage en allant d'un point A à un point B. Du coup, tu peux avoir un récap selon tes désirs. Si c'est une fois par semaine, si c'est une fois par jour, sur les publicités que tu as croisées. Et on va pouvoir offrir aux annonceurs le fait d'aller permettre à leur cible de cliquer. Okay. Parce que jusqu'ici, si tu constate avec moi, Kidolé va permettre de mesurer à peu près combien le reach, mais on n'aura pas encore de clics. Oui. Donc, le but de Kidolé, c'est de pointer du doigt, mais ce pointer du doigt, c'est de passer du physique au digital. D'accord. Voilà. C'est excellent. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit en même temps que tu parlais. C'est en ce moment, à Lomé, on tourne depuis Lomé au Togo, pour ceux qui ne le savent pas et qui me suivent d'ailleurs. J'ai remarqué qu'il y a certains panneaux dans certains quartiers où on a écrit n'a pas payé la taxe ou un message comme ça. C'est quoi en fait? C'est quoi la mode? Enfin, pourquoi c'est les mairies qui bloquent du coup les régies? C'est quoi le sujet en fait?
Déjà, si tu peux recontextualiser, parce que je vais mal Très bien, expliquer. très bien. Au Togo, pour poser un panneau, je vais demander une autorisation à la mairie. Je ne suis pas sûr que la HAC demande, la haute autorité audiovisuelle communication demande de demander l'autorisation, mais ce sont les mairies qui collectent les taxes municipales sur les panneaux. D'accord. Donc, un panneau sur une municipalité doit payer cette taxe-là. Et donc, les mairies ne savent pas comment identifier où sont les panneaux. Ok. Donc, elles ont du mal à savoir à qui appartient tel panneau. Donc, ce qu'ils font, c'est que parfois ils connaissent pas. Les mairies, pour pouvoir collecter leurs taxes et ils identifient des panneaux qu'ils pensent qu'ils n'ont pas payés, reviennent et disent ah, n'a pas payé ces taxes municipales et on colle sur la publicité. C'est pénalisant pour l'annonceur, gravement. Et c'est pénalisant pour la régie qui a un enjeu de réputation. Même l'annonceur un peu, parce que parfois on a l'impression L'annonceur, que c'est... encore plus grave, oui. Ouais. Et donc, du coup, Kidolé permet, en fait, de filtrer. Pour nous, il faut que vous soyez à jour sur vos taxes municipales. C'est important. Forcément, au début, on ne peut pas bloquer toute personne, mais l'enjeu, c'est vraiment, à la fin de l'année 1, de pouvoir s'assurer que tout le monde paye ses taxes municipales. Et ça ramène à un aspect que Kidolé veut résoudre, c'est de permettre aux régies publicitaires, donc les propriétaires de ces panneaux, de vraiment optimiser leurs revenus. Il y a des panneaux qui restent non bookés pendant trop longtemps. Et donc, c'est un manque à gagner. Donc, forcément, si on vous demande de payer la taxe sur ce panneau, je vais pas le payer. Parce que je gagne pas beaucoup d'argent dessus. Donc, avec Kidolé, je suis capable de savoir quand est-ce que la campagne finit. Je peux envoyer un mail à mes différents partenaires en disant, mon panneau, il est disponible. Ouais. Si vous avez des gens qui veulent booker, venez booker chez moi. Mon panneau, il est disponible. Et D'accord. ça permet de sécuriser les fonds. Parce que, à la fin, Kidolé, bien entendu, sur des petits montants, va permettre de payer par carte bancaire avec tous les moyens mobile money aussi. Donc, D'accord. on va permettre aux gens de sécuriser l'argent, quelque part. C'est génial. C'est génial. Et puis, ça me fait penser aussi à un point, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, même moi. Si je regardais ce podcast, je me dis, tu vois, sur Facebook, tu sais que tu peux faire de la publicité à partir de 2 euros. Mhm. Concrètement. Mhm. Quand on prend le Togo, quand on prend la Côte d'Ivoire, quand on prend le Bénin, je vais me limiter à ces 3 marchés. À partir de combien on peut prendre un panneau? C'est quoi le prix le plus bas possible? Et en même temps, jusqu'à combien ça peut monter, quoi, les prix les plus fous que tu aies eu à voir? Au Togo, l'un des prix les plus bas que j'ai vu pour un 12 mètres carrés, le 12 mètres carrés, c'est le format le plus répandu. Donc 3 mètres sur 4. Yeah. Ok, d'accord. C'est 35 000. Le panneau le plus bas pour un mois. Ok. Ça Un inclut, mois, 35 000. généralement, ça inclut l'impression et la pose, sensiblement. D'accord. Parfois, certains te feront payer l'impression, parfois non. Certains préféreront imprimer eux-mêmes, venir remettre pour la pose. Donc, location et pose. Location, impression, pose. D'accord. Voilà, c'est ça. 35 000, ça couvre la pose et la location. Un mois. D'accord. L'impression, généralement, c'est à négocier avec la régie ou tu vas imprimer. Au Togo, on peut trouver certains 35 mètres carrés ou un peu plus grands. Ça peut aller jusqu'à 600 000 par mois. Parfois, 600 000 par mois. ouais, parfois un peu plus. Okay. Mais c'est pas le plus fou que j'ai vu. En Côte d'Ivoire, il y a des emplacements qui peuvent te coûter 3 millions pour 15 jours. Waouh. 3 millions pour 15 jours. Donc 6 millions le mois, quoi. 6 millions le mois. Waouh. 3 millions pour 15 jours. Et c'est peut-être des 1200 mètres carrés de panneaux publicitaires. Ah ouais. Et ça, on parle encore de panneaux statiques. Waouh. On n'est pas encore sur des panneaux digitaux où c'est à la minute, c'est au nombre de secondes que tu es facturé. Donc, le marché de la publicité, il y a beaucoup de dépenses dedans. Il y a beaucoup de dépenses parce qu'il faut être vu. Il faut être vu. Ça a un enjeu de notoriété, ça a un enjeu de vue. Et parfois, c'est un enjeu promotionnel. Mais regarde, en même temps, tu vois, on parle de ces montants. 35 000, ça reste accessible pour beaucoup de PME, de TPE. Est-ce que, tu vois, le panneau qui a 35 000, est-ce que c'est la taille qui impacte le prix ou est-ce que c'est l'emplacement? Typiquement, est-ce que le panneau de 35 000, ça va être dans une ruelle de Jack Blay que je vais la voir ou tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne question. Tout dépend de la politique de pricing
de la régie. Il y a des toutes petites régies. Je sais pas, au Togo, tu connais Funny Park, là où les enfants vont jouer. Oui. Ils ont une dizaine de panneaux. Ils ont leur prix. C'est une petite régie qui va appliquer les prix qu'elle veut. D'accord. Par contre, on va avoir des prix un peu plus standards quand il s'agit qu'on appelle ça, de la publicité vraiment dans les rues. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai parlé du 12 mètres carrés qui est l'un des formats les plus populaires, mais depuis un moment, on voit les panonceaux sur les lampadaires Sur les lampadaires, oui. qui, eux, se louent en dizaines ou en vingtaines, dépendant. C'est une question de longueur et de quantité parce que c'est des petits panneaux, donc il faut de la répétition pour être vu. Donc ça va être les plus petits prix, mais c'est parce qu'il en faut en quantité aussi que je l'ai pas mentionné. Un panneau, bien entendu, qui est dans une résidence chic où les gens ont du pouvoir d'achat est potentiellement plus cher. D'accord. D'ailleurs, le prix d'un panneau, en fonction des marchés, peut varier en fonction de la période à laquelle tu veux booker. D'accord. Tout simplement parce que pendant les fêtes, tout le monde veut communiquer, tout le monde veut être vu. Ah oui, ok. Donc, la spéculation va bon train dans le monde de la publicité où le nombre de personnes, le trafic influence beaucoup sur le prix. Donc, un panneau qui est à l'intérieur dans une route internationale n'a pas le même prix qu'une route départementale, forcément. Et un panneau qui est sur un axe où il y a des bouchons n'a pas le même prix sur une petite ruelle dans un quartier fermé. Waouh. Ok. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de Funny Park. Là, c'est un endroit privé. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui, à partir du moment où j'ai de l'espace, j'ai le droit de faire la publicité. Si je vais voir la mairie, que je lui dis, OK, je veux faire des panneaux, c'est quelque chose comment ça se passe pour devenir une régie, entre guillemets. Il y a deux types de marchés. OK. Il y a les marchés structurés et les marchés non structurés. D'accord. Le Togo est un marché non structuré. OK. Ça veut dire quoi? Je peux mettre la publicité, je peux mettre un panneau publicitaire chez moi. OK. Personne ne viendra. Donc là, je peux mettre un panneau publicitaire en haut de Pandore, personne. Non, si tu mets au-dessus de Pandore et que c'est visible de l'extérieur, Ouais. On va venir te demander des comptes, ce qui est normal. Bien sûr. D'ailleurs, quand tu mets ton enseigne, quand elle fait plus d'1 mètre carré, tu reverses une redevance à la mairie. Oui. Okay. Par contre, dans un endroit clos, privé, tu as le droit de mettre ton panneau. D'accord. De toute façon, il va falloir que tu vas payer une taxe sur le panneau, ouais. s'il est visible de l'extérieur. Dans tous les cas, tu vas payer tes impôts, puisque c'est un revenu. Bien sûr. À la fin de la journée. D'accord. Ok. Et sur les marchés structurés, là par contre. Sur les marchés structurés, je donne le cas de la Côte d'Ivoire, là où le Conseil supérieur de la publicité a fait un énorme travail, qui est de délimiter la distance minimale entre chaque panneau. En Côte d'Ivoire, tu ne poses pas un panneau où tu veux. C'est le CSP qui te dit il faut poser un panneau. Wow. Et donc, quand il y a de nouveaux quartiers, le CSP vient et il mappe, il dit ici il va y avoir un panneau, ici il va y avoir un panneau, ici il va y avoir un panneau. Et c'est celui qui donne la meilleure offre qui prend l'emplacement. Et donc, il l'achète ou qui le loue, du coup. Tricky question. Okay. Je suis pas sûr s'il achète, mais en tout cas, l'emplacement lui est attribué. Bien entendu, s'il ne paye pas cette taxe, un jour, son panneau peut dégager, son infrastructure peut dégager. D'accord. Ce qui est sûr, le CSP a fait un travail qui est d'enlever tous les panneaux anarchiques. Wow. Et ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, avant que tu ne poses ta publicité dans la rue, tu dois l'agence, elle doit être agréée. La régie publicitaire doit être agréée. L'agence, lorsqu'elle a fini la créa, envoie au CSP via leur plateforme une demande de validation du visuel qui leur donne droit à un numéro de séquence et un quitus qui atteste qu'ils ont validé, ils ont fait valider par le CSP, et ce numéro est apposé sur la créa et affiché. Si tu n'as pas fait ça, tu tombes sous le coup de la loi et tu prends des pénalités. Donc ça, c'est un marché hyper structuré, mais ce travail-là donne encore plus de valeur à la publicité. Bien sûr. C'est pour ça qu'on trouve des panneaux à 3 millions les 15 jours. Bien Parce sûr. que le marché est structuré et on a épuré, c'est devenu de la publicité de qualité sur le marché. Waouh, c'est excellent. C'est excellent. J'apprends des trucs de fou. Ok. L'autre question. J'ai beaucoup de questions. Hein. Non, vas-y, shoot. Parce que là, j'ai un expert de la publicité avec moi, de la publicité OOH. Et en plus, je sais que tu es un créatif passionné. La question que j'aimerais te poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait, toi dans ta tête, en tant que créatif, et au niveau de Maono en général,
lorsqu'un client vient vous dire, je veux faire de la publicité OH, donc out of home, euh, c'est quoi le processus créatif en fait autour de ça? Euh, Parce que je suppose que c'est pas le même que lorsqu'on veut faire une publicité sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose, mais c'est sensiblement la même chose, dans le sens où il faut d'abord penser à une campagne. C'est pas juste la publicité out of home, parce que aujourd'hui, ça s'intègre dans un ensemble. Le client dit, OK, moi, je veux lancer une campagne, j'ai tel produit, je veux lancer et toucher le maximum de personnes. On va définir un brief qui va récapituler à qui on veut s'adresser, quelle catégorie sociale, euh, combien est prête à dépenser la personne, où est-ce que cette personne, où est-ce que les personas qui vont consommer le produit de ce client vivent, et on va pouvoir en fait définir les contours de la campagne. On veut s'adresser à la cible via les réseaux sociaux, dans la rue, peut-être dans des magazines, et peut-être lors de conférences, si c'est du B2B. Donc en fonction de tous ces paramètres, on va déterminer les canaux par lesquels on va s'adresser à la cible du client. Donc une fois qu'on a sélectionné ceci, on va déterminer les types de messages qui vont aller dans chaque canal. Bien entendu, celui qui doit aller sur les panneaux publicitaires doit être facilement compréhensible, parce que le véhicule y passe, il y a 1 seconde et demie pour capter le message, pas plus. D'accord. Celui sur Facebook ou Instagram, on a la possibilité d'avoir un clic. Celui dans le magazine, le gars il feuillette, il a le temps de se poser dessus, de regarder, de re-regarder. Donc la manière dont on pose les informations n'est pas du tout la même. Bien sûr. N'est pas du tout la même. D'ailleurs, on a un petit nouveau à Maono, ce sont des sacs holographiques qui nous permettent de faire du street marketing avec des gars en roller, et on pose des visuels ou des petites vidéos qui sont animées avec le gars qui distribue les flyers dans la rue. Donc ça nous permet d'aller un peu plus au fond de lorsqu'on va dans les lorsqu'on fait des campagnes, d'aller vraiment là où il y a du monde pour pouvoir distribuer. Donc ça peut être intéressant, si je viens d'y penser, de poser nos différents capteurs dessus pour voir quelles sont les personnes qui répondent, qui voient la publicité. Donc en tant que créatif, une fois que j'ai tous ces paramètres, d'ailleurs c'est à peu près les mêmes critères que je mets dans Kidolé pour gérer ma campagne, je vais pouvoir en fait maintenant, une fois que tous les messages sont faits, les créas validés par les relecteurs, le client, on va tester avec des pairs qui vont regarder, qui vont nous faire leurs remarques. On va pouvoir en fait définir une date de démarrage de la campagne, et si c'est le cas de la Côte d'Ivoire, faire valider le visuel, poser la validation, le numéro de séquence de validation, et lancer la campagne. Donc du coup, l'extension de ça sur Kidolé, c'est de pouvoir maintenant filtrer. Kidolé aujourd'hui, c'est les panneaux publicitaires, mais aussi c'est aussi les magazines. Nous à Maono, aujourd'hui, on a la rédaction du magazine de Bora Sky, Calbas, dans lequel on intègre de la publicité. Donc aujourd'hui, on gère les publicités de Calbas dans Kidolé. Attends, laisse-moi bien comprendre. Ça veut dire que n'importe qui prend un vol à Sky aujourd'hui et il y a un magazine, donc du coup, à Sky qui s'appelle Calbas, et donc c'est vous qui éditez ce magazine. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on place de la publicité dans ce magazine. On a fait la première édition cette année, en août là. Le deuxième mag devrait sortir en janvier. Donc de plus en plus, on a déjà géré la première édition dedans, et chaque édition sera gérée dedans, et donc les publicités qui vont passer seront administrées dans Kidolé. Donc en tant qu'annonceur, je peux aujourd'hui dans Kidolé pouvoir venir sélectionner mes panneaux publicitaires, mais aussi les magazines qui sont inscrits, dans lesquels je veux que ma publicité passe. D'accord. L'idée, c'est aujourd'hui, on adresse ce qui n'est pas adressé par les solutions numériques. Mais demain, on va connecter, bien entendu, Facebook, on va connecter, bien entendu, WhatsApp, on va connecter X, on va connecter TikTok pour faire passer les publicités. Pourquoi pas aller sur la télé? Il y a quelqu'un qui m'a donné une idée, je vais revenir dessus après. On va pouvoir agréger et collecter la donnée de toutes les campagnes, avoir un seul endroit où je viens et je vois toutes les données de mes campagnes. C'est génial. Donc, première phase, c'est vraiment ce qui n'est pas adressé. Et ensuite, c'est voir connecter tout ce qui est adressé numériquement. On a déjà un partenaire pour tout ce qui est méta, donc Facebook, WhatsApp,
Insta. On n'a pas encore le partenariat pour TikTok et les autres, mais cela ne serait tardé. On s'occupe déjà de lancer la partie Art of Home et magazine, et ensuite Ouais, sachant que c'est le plus dur c'est le plus dur. pour Meta, Google Ads aujourd'hui. Une fois qu'on est accepté comme partenaire de ces plateformes-là, on peut agréger la donnée, c'est pas un problème. Waouh. D'accord. Ok. Je reviens sur le processus créatif en question. Est-ce que tu parlais justement de s'assurer que le message puisse rapidement être compris lorsqu'on a un véhicule, etc. Est-ce que par quoi ça passe en fait? Moi, j'aimerais vraiment que tu puisses donner des tips concrets, tu vois, aux graphistes qui nous regardent, aux designers, parce que pourquoi je pose cette question? Je vois encore trop de publicité quand je vais en ville. Notamment, je vais pas dire le nom de cette école, mais il y a une école qui fait une Ah, je sais de l'école dont tu parles. c'est illisible en fait. Et en plus, le pire, c'est que je Ça pense... commence par A, c'est ça? Je ne dirais pas le nom. J'avais appelé le directeur, je dis tonton, ces publicités là, ça passe pas. Non, Mais ils ont amélioré un peu. en tout cas. Ils ont amélioré un peu. Mais, tu vois, concrètement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est pas au niveau de l'école que enfin, quoique, parfois t'as des clients qui veulent mettre tellement d'informations que je peux pas dire que c'est la faute du graphiste totalement aussi. Donc, comment, en fait, toi, tu gères cet aspect? Déjà, en interne, et puis après, je viendrai sur, dans la relation avec, le client final. C'est-à-dire, comment tu lui dis non à un moment donné. Nous, on fait beaucoup, mais je sais pas comment toi, tu gères cet aspect. C'est marrant parce que juste derrière moi, il y a quelque chose qui dit ne jamais dire non au client et tu veux dire non au client. Oui. Effectivement. Alors, c'est de nos philosophies. je dirais que déjà en interne, il s'agit d'une vision. Moi, c'est très simple. Less is more. Aucun de mes graphistes ne doit me produire quelque chose qui est surchargé. Dès le départ, mon plus gros client, je me suis toujours battu pour ça, c'est qu'on ne mette pas tout et n'importe quoi. Ce client, il voulait mettre plein de choses. Tous ses produits devaient s'afficher sur l'écran. Je disais, non, on n'a pas besoin de faire ça. Quand on fait ça, c'est comme si on savait pas communiquer. Et donc, au début, c'était compliqué, mais aujourd'hui, ça s'est intégré. Donc, c'est une question de culture. C'est une question de pouvoir sensibiliser, en fait, le validateur quant à l'esprit de la publicité. Comment est-ce qu'on doit communiquer? Plus c'est chargé, moins les personnes lisent. Donc, il faut aussi s'adapter au temps. Même aujourd'hui, quand tu fais une créa, ta créa, quand tu la mets sur les réseaux sociaux, elle a moins d'impact qu'une vidéo. Donc, forcément, il faut vivre avec son temps. Ce qui est sûr, tout ce qui est publicité à imprimer et créa à afficher, il faut aller le plus simple possible. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Qui dit, ah, mais je paye pas une créa, je dis une connerie, hein, 100 000 pour que il y ait très peu d'informations. Les gens ne le comprennent pas forcément. Mais l'élégance, la finesse aideront toujours un message à passer plus vite que si c'est chargé, que je dois réfléchir. Où est l'information? J'ai un de mes amis et mon père, Boris Christa, qui me dit toujours, s'il se passe trop de choses, je suis perdu. Je sais pas où regarder. Donc, il faut systématiquement épurer. S'il y a des choses qui sont nice to have, mais qui perturbent la lecture, il faut les enlever. D'accord, je comprends. Voilà. Donc, moi, je suis très, très épuré. Je fais la guerre aux créas quand ils arrivent chez moi, qu'ils ouvrent Photoshop pour me faire une créa. Je leur dis, Photoshop, c'est pour de la retouche, c'est pour du photomontage. C'est pas pour de la créa. Utilisez Illustrator. Et challenge, je dis, quand je vois Photoshop ouvert et que je vois que c'est pour faire une créa pure, la personne a des problèmes. Parce que, en plus de ça, le jour où par exemple, on parle de campagne, tu fais un visuel pour les réseaux sociaux, tu veux décliner pour un panneau publicitaire, tu dois changer le format, tu vas étirer les choses, ça va se pixeliser dans Photoshop. Alors que dans Illustrator, ton aplat de couleurs, peu importe comment tu l'agrandis, il va pas se pixeliser. Tu veux décliner en vidéo motion, ton truc il est déjà en vectoriel, tu vas pouvoir l'animer dans After Effects ou dans les autres logiciels. Donc forcément, en fait, c'est plus approprié qu'un Photoshop. Tu vas avoir un fond pixelisé parce que ça agrandit, parce que ton dégradé, il est pas adapté pour les déclinaisons. Ouais, je comprends.
forcément, c'est une question de culture, c'est une question d'habitude et c'est une question de patience. Parce que c'est pas tout le monde qui l'intègre tout de suite. J'ai toujours des clients qui veulent tout le temps mettre plein d'informations sur les visuels, mais ça, il faut arriver à inculquer la chose. Dans un premier temps, il y a toujours le client qui va te dire, oui, mais fais d'abord ce que je te dis. Puis il faut accepter de perdre ce temps-là, de faire un à côté et de se rejoindre dans un juste milieu. Plus tu rejoins le client à un milieu, plus après, il va venir vers toi. Ok, Tu vois, un peu. ok, je vois. Ça fait sens, hein. Donc voilà, quoi. Ok. Sur le volet justement aujourd'hui est-ce que tu penses que les grandes entreprises ont intérêt à travailler avec nous, les agences, ou elles devraient plutôt internaliser les compétences graphiques, les compétences créatives? Euh, je dirais oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est toujours bien lorsque il y a un truc rapide à faire, j'ai quelqu'un sous la main pour le faire. Hmm. Mais en même temps, cette personne ne peut pas tout faire. Dans les métiers du graphisme, c'est vrai, on parle de graphiste, mais les métiers du graphisme, il y en a plein. Normalement, avant de produire une créa, il faut avoir fait un brief créatif, il faut avoir fait un mood board, il faut avoir fait la recherche pour aller chercher les images qu'il faut. Il faut avoir un brand book, une charte graphique qui indique comment l'identité doit être posée. Il y a tout un tas d'éléments à prendre en considération. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un en interne qui est sensible à ces choses, il est même difficile pour une agence de venir et de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Il faut une personne en interne qui est le relais de cette agence et qui peut aller défendre les idées qui sont communément euh, initiées pour que ça puisse être sorti. Ouais. Donc, il y a un intérêt à travailler avec des agences, mais avec des personnes qui ont de l'appétence créative, que ce soit un responsable marketing en interne, que ce soit ouais, ou un commercial qui a baigné dans le marketing pour comprendre ces différentes choses. Maintenant, un créa en interne ne peut pas tout faire. Je fais mes visuels pour les réseaux sociaux, je dois faire je dois décliner en animation, je dois réfléchir à la stratégie marketing, je dois animer le site internet. Aujourd'hui, en fait, dans la communication de manière générale, dans le marketing digital, il y a tellement de métiers qui sont arrivés au cours des 10 dernières années qui font que même avec quelqu'un en interne, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Moi, aujourd'hui, je suis en train de varier les profils dans la boîte. Il y a un profil community manager qui est en train de faire une formation en vidéo. Il y en a un autre qui a un profil plus relation avec les médias. Il y a quelqu'un qui est plus idéation, euh, euh, aller chercher les idées les plus farfelues. Il y a quelqu'un qui est plus orienté relation client. Il y a quelqu'un qui est plus orienté gestion de projet. Donc en fait, les profils doivent être divers et variés pour s'assurer que tout puisse tourner. Oui. Parce qu'on peut être créatif, on peut être marketeur, stratège. Si on ne sait pas organiser et discuter avec le client, il y a un problème. Si on ne sait pas délivrer, il y a un problème. On a beaucoup d'enjeux. On a beaucoup d'enjeux et c'est vrai que le marché du travail, lorsqu'une personne rentre sur ce marché du travail, n'est pas forcément prête à ce qui arrive. Et donc, c'est souvent un choc. Ouais. C'est souvent un choc. Et en tant que manager, on a appris sur le tas. Ça fait 10 ans que chaque année, je me renouvelle. Chaque année, je découvre des nouvelles choses qu'il faudra intégrer parce qu'on ne finit pas d'apprendre, les défis ne finissent pas. Il faut tout le temps progresser. C'est clair. C'est clair. Et à ce sujet d'ailleurs, quel est ton regard après 10 ans sur ce marché, sur le marché togolais, sur les marchés ouest africains? C'est quoi les spécificités que tu observes? Parce que tu as aussi des clients à l'international sur d'autres continents. Les spécificités que tu observes dans la façon de créer du contenu euh, qui va être apprécié ou qui va capter l'attention de nos publics dans nos écosystèmes, ouest africains spécifiquement. Quel message tu passerais donc du coup concrètement à quelqu'un qui va faire une créa tout à l'heure, que ce soit celui dans l'entreprise, dans une agence, sur les particularités, les spécificités qui t'ont vraiment marqué. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs. De façon générale, ce que j'ai remarqué, c'est que les pays avec une forte culture, où ils ont
leur culture, en fait, ils se la sont réappropriés. Il y a une, il y a une culture de la communication, de la publicité qui fait que les gens captent et comprennent plus vite euh, ce qui est véhiculé. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je prends l'exemple du Bénin, du Nigeria, Du Sénégal. du Sénégal. La Côte d'Ivoire, ils sont tellement dans leur monde et ils s'assument tellement tels qu'ils sont que à chaque fois qu'il y a un buzz, toutes les agences, toutes les boîtes vont surfer là-dessus. Au Togo, c'est pas vraiment le cas. Au Togo, on a une personnalité un peu effacée. Ouais. En Côte d'Ivoire, on a une personnalité, on se met en avant. Il n'y a pas de temps. Et pour la petite anecdote, beaucoup de gens me disent, ah, quand j'arrive à Lomé, j'ai l'impression que le rythme est divisé par deux. À Lomé, c'est bien pour éduquer ses enfants, c'est bien pour un week-end. Mais il y a plein de gens qui disent, j'ai besoin que ça bouge comme en Côte d'Ivoire. Donc forcément, les cultures aident beaucoup. Je prends le cas du Bénin où la culture vaudou c'est fait réapproprier par la population. Tu vas voir que dans les écoles comme Africa Design School, j'interviens parfois où j'ai des étudiants qui viennent en stage. Tout de suite, quand il faut designer, on pense à sa culture, on pense à son village, on pense à ses codes. Tu vas voir que l'identité, la culture aide énormément pour créer des choses qui sont personnelles à nous. Mmh. On aura tendance, pour certains d'entre nous, à faire des créas qui, lorsqu'on les prend, on ne sait même pas qu'elles sont créées ici autour. Ouais. On a l'impression qu'elles sont créées en Europe. Tu vas prendre la Côte d'Ivoire, certaines créas, tu vas sentir que c'est créé en Côte d'Ivoire. Au Bénin, tu vas savoir. Il y a la touche nationale. Il y a la touche culture, la touche nationale qui est là. Et je fais un shout-out à Effie. Effie a fait ce travail. Quand tu prends de ces créas, tu sais que c'est autour. À Maono, on essaye aussi d'avoir ça, même si on est on essaie d'être très épuré, on essaie d'avoir cette touche-là, africaine, identité africaine. Donc voilà, je pense que si tout le peuple arrive à trouver son équilibre entre modernité et culture traditionnelle, on va arriver à mieux nous exprimer, à mieux s'assumer, et ça va se voir dans notre manière de communiquer. Tu vois, le Rwanda, il s'assume. Je t'arrête parce que la question que je me pose du coup c'est est-ce que tu penses que c'est une prise de conscience collective de la population qui amène les graphistes et les créatifs du coup à repenser la façon dont ils créent et en intégrant donc du coup les codes culturels nationaux locaux, ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'en fait ça doit partir des créatifs qui doivent donc du coup en fait intégrer, c'est un peu comme tu faisais un shout-out tout à l'heure à EFI, à ce que vous faites à Maono, qui doivent intégrer ces codes locaux et ensuite donc du coup la population va s'approprier. D'où ça part en fait, d'une certaine manière. Pays. D'accord. Ça dépend de chaque pays. Le Bénin, c'est venu du pays qui a eu un nation branding, qui a dit on va se réapproprier notre culture. Exactement. Au Rwanda aussi, c'est country branding. Le Sénégal, c'est de toute façon, si tu parles pas Wolof, c'est mort. C'est mort. Donc, le Togo, un constat que moi j'ai fait quand je suis rentré, je suis créatif, mais ma vraie spécialité, c'est sur le web. À partir du moment où on est arrivé à moderniser les sites de l'État à l'époque, il y a 10 ans, enfin non, je dis une connerie, 2016 qu'on a sorti des sites de l'État à moderniser. Il y a eu une vague de web designers qui se sont mis à niveau pour ne pas être dépassés par les sites de l'État. Donc en réalité, à partir du moment où il y a des EFI Saboté, il y a d'autres créatifs, des Germains Tovonou qui mettent la barre haute, les gens veulent arriver à ce niveau. Arriver à ce niveau. Bien entendu, ça passe par copier un peu, mais après, une fois que l'étape de copie est passée, ça stimule leur créativité, ils y mettent leur touche et ça met ça a augmenté le niveau créatif des graphistes.
mais ça a aussi créé un nouveau référentiel, une nouvelle barre à atteindre. Et plus il y aura des créatifs qui vont casser le plafond de verre, plus en fait on va progresser. Je D'accord. pense au Togo, c'est le cas. Ok. Ok. D'accord. Je vois. C'est intéressant. Ok. Revenons à toi. Donc, toi, tu es de formation plutôt web. Mhm. Oh, ouais. Alors, mon parcours est le suivant. J'ai mon bac. Juste avant mon bac, je cherchais un logiciel d'architecture parce que je voulais être architecte. Tu es la deuxième personne à passer sur ce podcast à mesure que tu veux être architecte. Je voulais être architecte. J'ai téléchargé un logiciel d'architecture, j'ai testé, j'ai cherché d'autres logiciels. Je tombe sur Photoshop, j'étais en seconde. Je télécharge, j'installe, je craque à l'époque. Photoshop CS4. Je craque, je commence à faire des créas. J'ai mon bac. Mon père me dit, tu veux faire quoi au fait? Je dis, ah, je veux être graphiste. Il dit, ok, va voir telle personne, elle a une agence de communication, on va faire un stage là. Donc j'y vais, je fais 3 mois de stage, je fais des créas pour à l'époque Ethiopian Airlines qui était au Togo. Je fais des créas qui sont utilisés par les clients. Au détour, Hervé, mon formateur, me dit, je lui dis, je veux faire mes études dans le créa. Il me dit, ok, attends, je te donne une liste d'écoles. Donc j'ai ECV, j'ai plein d'écoles en France. Et j'en parle à mon père, il me dit, ok. Il vient me voir à midi, on est dans sa voiture, il prend le site internet de l'école et dit, ok, il y avait ECV Paris, ECV Bordeaux, ECV Nantes et puis Aix, je crois. Donc là, il prend Bordeaux. Il appelle, il dit ok, il faut qu'il envoie telle info et puis on va voir. Donc ils m'ont demandé de dessiner quelque chose. J'étais pas habitué à dessiner. C'est vrai que j'écrivais un peu, mais je faisais pas beaucoup de dessins. Je dessine un truc, j'envoie, quelques jours après on me dit ah c'est bon, vous êtes pris dans le col, voici votre lettre de validation, il fallait prendre l'examen. Je vais prendre Oh, tu l'examen. gribouillais pas qu'un peu alors, Non, je gribouillais. Ah ouais? C'est vrai que l'année qui a suivi, où j'ai fait ma prépa, je dessinais beaucoup. Ouais. Mais je t'avoue que après la prépa, j'ai très peu dessiné. D'accord. Donc, je fais ma prépa, une prépa ECV. C'est beaucoup de gens qui doivent aller en animation, Gobelin, tout ça. Comme je dis, je dessinais pas beaucoup. Je le dis vraiment avec beaucoup d'intensité parce que la plupart des gens pour moi, le CV, ils dessinaient énormément. Les gars, ils te font un dessin, tu penses que c'est un gars qui a 25 ans d'expérience qui te fait le dessin. Et donc, j'arrive, je suis jeté dans la mare dans cette école. J'arrive, je pense, une semaine de décalage, l'école avait commencé. J'arrive le vendredi à Paris, mon oncle me récupère, je descends à Bordeaux le samedi soir. Le samedi, je fais des courses. Le lundi matin, je crois que j'étais pas en cours. Le lundi après-midi, j'arrive en cours. Bam, dessin de nu. T'arrives, tu sors ton carton à dessin à 20 ans et on te dit, il y a cette femme à poil devant toi, tu dois la dessiner. Oh. Voilà comment mon parcours a commencé cycle supérieur. De l'architecture au C'est ça. dessin. J'arrive, là, je regarde tous mes copains un peu yoro là, un peu petits blancs là, ils étaient en train de bouger. Je dis mince, ça commence fort. Donc s'il y avait bonne ambiance dans cette école, mais c'était beaucoup de dessins. Moi, je continuais à pratiquer du Photoshop à l'époque. Et c'est vrai que niveau dessin, j'avais pas le niveau de l'ECV, quoi. C'est un très haut niveau. Donc s'ensuit 2 années où je bascule en fac de géo-aménagement parce que bon, j'étais très bon en géo. C'était quand même 5 000 € l'année sans compter ton loyer, ta bouffe, etc. Et que Daron me dit, mais si on t'a pas pris, c'est que t'es pas bon. Ouais. Donc déjà, ça faisait un choc. Ouais. Donc je fais 2 ans en fac de géo-aménagement. Je continue à jouer au basket en France. Et donc là, je reviens. Donc ça faisait 3 ans que j'y étais. Donc je reviens à le mai en vacances et je reviens avec un pamphlet d'une école et je dis à mon père, écoute, j'ai vu avec le Dirlo ou le directeur adjoint qui était un coéquipier de basket. Je dis, écoute, si je passe le concours de cette école et que je le réussis, je passe direct en deuxième année. Je dis, ok, allons-y. Ça confirmait vraiment ce que je voulais faire, quoi. Et donc, je fais ce concours après mon été à Lomé. Je réussis, je passe directement en deuxième année. Il y avait encore du dessin, mais il y avait un peu plus de créa. Donc, on avait des cours d'Illustrator, InDesign, on avait un peu de cours de communication, histoire de l'art, etc. Donc, de fil en aiguille, je fais ma licence
infographie multimédia avec une option web. D'accord. Tu avais le choix entre 3D et web. Moi, j'ai choisi le web. La 3D, c'était bien, mais il faut être vraiment passionné de 3D pour faire de la 3D. Mon premier stage, je l'ai fait dans une boîte qui s'appelle Carré de Bœuf, une start-up, un e-commerce. Je travaille avec des bouchers. Tu passes une commande de viande, tourne-dos, cocotte, jarret, tout ça. Ils te livrent dans une boîte réfrigérée chez toi. Ok. Gérer les newsletters, de gérer les petites créas qui devaient aller sur le site. Ok. Après, je reviens sur Bordeaux. Je m'inscris en master en web. Je t'avoue que j'aime pas coder. Je sais coder, mais j'aime pas coder. En tout cas, je l'ai bien vu dans mon année de master 1. Et je finis mon année de master 1, je pose des demandes de stage. Entre-temps, j'ai envoyé ma demande de stage au Togo, au ministère de l'économie numérique. Et j'avais pas de réponse encore. Je trouve un stage à Orange Business Service pour mettre en place un SharePoint, l'habiller, faire les parcours et tout ça. Donc je passe 6 mois Ok. chez Orange Business Service. Et mon master 2, je voulais absolument le faire en alternance. D'accord. Parce que financièrement, ça commençait à être dur. Mhm. Parce que à côté de ça, je faisais de l'arbitrage pour gagner un peu d'argent, je faisais de la livraison pour gagner de l'argent. Mhm. Euh, du coup, j'ai une boîte euh, qui me propose un CDD, CDI. Je réfléchis pas de midi à 14h, je Je pense. Ouais. Donc, je fais 3 mois. Horrible. La boîte s'appelait, comment dire, mais, C'était tellement horrible que tu as oublié le nom. non, l'identité de la boîte, elle est géniale. Ouais. C'est juste que, ils ont voulu faire de moi un développeur, chose que je n'étais pas. Et développeur sur quoi? Sur du Drupal. Ah oui. C'est je pense que c'est l'une des pires plateformes pour quelqu'un qui n'aime pas développer. T'aurais pas pu t'afficher pendant, mais on adorerait pas. Oui, mais c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est issu d'un parcours créa, Oui. arriver et être jeté sur du Drupal, c'est chaud. Oui. Du coup, en fait, ils m'ont progressivement muté pendant les 3 mois en intégrateur. Ouais. Mais concrètement, après, ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Ok. Et du coup, ça, c'est fin 2013. 2014, on va dire, c'est là où enfin, mon père est venu me voir à la fin de mon contrat. Et un jour, je l'appelle, je dis, ah, je vais revenir en février pour 10 jours, je viens juste voir ce qu'on peut faire. Je prends l'avion, j'atterris un dimanche, j'étais censé atterrir le lundi, j'arrive, je sonne, je dis, coucou, c'est moi, mais toi, tu fous quoi là? Et le lendemain, euh, j'avais envoyé mon CV au ministère de l'économie numérique. On me dit, ah, mais lui, là, il est où? Ah, il a atterri hier. J'atterris, donc j'atterris le dimanche, je vais en rendez-vous avec la ministre le mardi. On discute de mon parcours, etc. Ok, vous allez aller voir le ministre Lorenzo pour discuter du projet. Je vais le voir, j'arrive, il me dit, ah, monsieur, vous connaissez mon assistant? Je dis, non. Il me dit, quelqu'un vous a remis un livre pour lui. Enfin, le gars vient et me dit, on vous a remis un livre pour moi à l'aéroport. Comme ça. Je dis, ok. Quelques jours après, je lui remets le livre. Le vendredi, j'ai un entretien à la présidence. Le dimanche, on m'appelle. C'est bon, vous commencez demain. 7h. Donc, cette petite semaine-là confirme une chose dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. La chance, elle se provoque. Je n'aurais pas pris ce billet. J'ai prêté de l'argent pour acheter mon billet. Je n'aurais pas prêté de l'argent pour ça. Je n'aurais pas atterri le dimanche. Que tout ça dans ma vie ne se serait pas enchaîné. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est clair. C'est vraiment février 2014. Certaines choses se sont enchaînées. C'était le 14 février 2014. Non. Je crois que c'était pas long. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Ouais. Et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. J'ai étendu mon billet de quelques jours. J'ai passé une semaine sur la mission. Je suis retourné en France. Il se fait que parce que moi, j'étais en France, les consultants étaient en France, je pouvais aller travailler, faire des séances avec eux sur Paris. Wow. 2014, j'ai fait 4 allers-retours et 2015,
En janvier, 25 janvier 2015, j'ai définitivement posé mes valises Ah et ouais. je suis parti. Waouh. Et c'est ouf ce que tu es en train de dire parce que, vas-y, Non, vas-y, finis. j'allais dire, parfois j'ai l'impression qu'ici les opportunités elles peuvent se saisir uniquement si tu es là. Oui. Parce que à Lomé, les circuits sont courts. Ouais. À Paris, les circuits sont habituels, les circuits sont dans d'autres pays, il y a beaucoup de gens, les circuits sont. Mais à Lomé, les circuits sont courts. Je ne serais pas revenu que je n'aurais pas pu. Et j'ai d'autres choses qui font qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Pendant que j'étais en France, je travaillais dans la livraison. Donc, je livrais, que ce soit les trucs à la poste ou GLS, Mhm, je livre, je faisais de la livraison. mhm. Samedi, parfois les jeudis quand j'avais pas cours et pendant les vacances. Tiens-toi bien, quand je suis entré, à un moment donné, mon père est informaticien, donc il a formé pas mal de gens. On l'a appelé, on dit on veut développer une plateforme pour la poste qui permet de traquer les envois postaux. Il a dit, c'est pas moi qui vais faire ça, c'est lui. Parce que tu connaissais Je parfaitement. connais les process. Parce que le nerf de la chose, c'était les process de livraison. C'est pas la gestion en amont. C'est pendant la livraison, qu'est-ce qu'on fait? Comment on trie? Donc, toute l'expérience où je me levais à 6 heures, à 5 heures du matin pour livrer de 6 heures à 17 heures, Elle t'a servi tout elle d'un m'a coup. servi dans un marché que j'ai eu. C'est incroyable. C'est dingue. Donc, ça confirme encore une fois, il n'y a pas de hasard. Y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a que des choses qui sont supposées arriver pour te préparer. Clairement. Bah écoute, c'est génial. Quand tu parlais, il y a une question que j'avais notée et que je voulais te poser à tout prix, c'est, je sais que tu es passionné de basket. Je Mhm. sais que tu es passionné de sport en général. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le lien? Ouais, je vais être très inquisiteur pour le coup, c'est pourquoi les entreprises n'ont pas encore compris qu'en fait, investir dans le marketing du sport, c'est la meilleure chose à faire en fait au monde. Euh, Et je nous pointe du doigt même nous, hein, parce qu'on n'a pas encore investi dans des clubs à ma connaissance ou quoi. Mais bah, bah, pourquoi? c'est une question piège, Yann. C'est une question piège parce que même moi, j'ai pas investi dans le sport et pourtant, je suis sportif. J'ai investi différemment, c'est-à-dire que mon ancien club, j'ai tenté de les aider sur des questions de branding, sur des questions de stratégie. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu es très vite happé par le quotidien que tu en oublies, le sport. On essaye à Maono, forcément qu'idolé quand ce sera le cas, de faire du sport, mais c'est pas évident. C'est pas évident de devoir lâcher tout un vendredi et d'aller courir, faire du sport. Mais on l'a fait une fois, je pense on va le refaire. Euh, S'il le refait pas, je vous dirai. c'est- on va le faire, on va envoyer la vidéo. Euh, je pense que déjà nos environnements, où parfois tout, tout billet que tu gagnes, tu dois le réinvestir de façon intelligente. C'est compliqué de le mettre dans le sport où dans nos cultures, c'est pas encore un business. C'est encore un peu une passion. Oui. Et même cette passion-là, c'est très léger. Euh, je vois le cas de, de plusieurs fédérations qui peinent à sortir la tête de l'eau Mm. et à rendre ça en business juteux. J'ai des idées, mais c'est pas évident de venir Mm. et de dire, les gars, changeons de manière de fonctionner. Personne n'accepte ça. Bien sûr. Je prends un exemple, je suis rentré, j'ai joué au basket jusqu'en National 2, j'ai été arbitre de basket, je viens, je joue contre des gars avec qui j'ai joué toute mon enfance. Le gars, je défends sur lui, je monte, je reste droit, je baisse le bras, et l'arbitre qui siffle faute. Offusqué, je dis, mais pourquoi? Il me dit, t'as baissé la main. Et là, dans ma tête, déclic, il y a une différence de comment on vit le basket et comment on définit le basket entre ici et le reste du monde. Comment ça? Dans ma tête, j'ai posé au gars la question, enfin pas dans ma tête, je lui ai posé comment tu définis une faute. Il s'est jamais posé la question, c'est pas sa faute. Même moi, quand j'étais là, je me posais pas cette question. Comment tu définis une faute? La faute au basket, c'est déterminer le responsable du contact, non basket, sur un shooter ou sur un adversaire. Contact. Là, il n'y a eu aucun Il n'y contact. a pas eu de contact et il m'a dit oui, mais il y a l'action de baisser la main. Il n'y a
pas ça dans le basket. Et ça m'a rappelé que pendant des années, on sifflait ça et on était content de siffler ça quand je jouais ici au basket. Donc, il y a une question de paradigme. Il y a une question de qu'est-ce que la personne a connu. Et si tu viens et tu dis, ouais, sport business, il faut aller chercher la télévision pour venir filmer. Ouais, mais il faut changer la mentalité des gens de regarder les matchs locaux. Et pour que les matchs locaux puissent être pérennisés sur la télévision, il faut mettre de la pub. Il faut aller convaincre les entreprises de mettre de l'argent. Tu as marché de ouf pour qui donner là. Oui, je sais, mais en fait, c'est tout un gros changement de mentalité. Bien sûr. C'est tout un changement de mentalité. Donc, du coup, en fait, ça ne prendra pas des individus isolés. Ça prendra des individus qui se mettent ensemble. Ça prendra les fédérations. Et ça prendra le ministère du sport et le pays dans sa politique. Et les sportifs eux-mêmes et aussi. Les sportifs eux-mêmes, de se prendre au sérieux pour arriver à se recycler, à se dire, OK, on a fonctionné d'une manière jusqu'ici. Si on veut passer à une autre étape, il faut accepter de faire des choses qu'on n'avait jamais faites. OK. Mais peut-être que ça passe par accepter que, il y a des générations qui ne vont pas en bénéficier, mais c'est pas grave, on le fait pour les futures générations. Et ça, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à faire en tant qu'être humain. On pense d'abord à nous, ce qui est normal. On pense d'abord à nos enfants, ce qui est normal. Donc, ça va nous demander énormément d'arriver à se dire, le sport est un business dans lequel il faut investir parce que tu ne vas pas gagner de l'argent tout de suite. C'est un sacrifice. C'est un vrai sacrifice. À se mettre dans la tête et à se dire, bon, c'est de l'argent que je veux perdre, mais je veux participer à quelque chose de social. Non, c'est vrai. C'est vrai, pour la petite anecdote, c'était en début d'année, je pense, il y a une sportive, une athlète togolaise, la Naomi Akako, qui avait fait un appel, justement à sponsor, tout ça. Je m'étais renseigné, j'avais parlé avec son agent, etc., tout ça. Et puis à la fin, moi, j'étais super chaud, mais mes actionnaires, ils m'ont mis un veto direct, ils m'ont dit, concrètement, attends, là, tu vas mettre 5 000 € dans le financement d'une athlète. C'est quoi le ROI derrière? Et en fait, ouais, ce que tu dis fait sens. Et à la fin, tu vois, je pense ils ont pris la bonne décision. C'est une décision qui était factuelle parce que on a investi dans du matériel pour les caméras, etc. Ça, c'était beaucoup plus logique, en fait, plus rationnel. Mais en même temps, avec le recul, j'ai un petit pincement au cœur. Même si moi, je fais pas de sport, je me dis, en fait, s'il y a tellement de business, et en fait, c'est tellement valorisant même pour les marques de voir, tu vois, je sais pas, s'il avait gagné une médaille et qu'on l'avait financé et qu'on l'avait fait, enfin, sponsorisé, ça aurait été dingue. C'est clair. Mais c'est un risque. Il faut apprendre à prendre du risque parce que on a tendance à pas prendre du risque. En fait, il faut prendre du risque. Prendre du risque. Je veux profiter pour encenser mon grand frère Noël Tadéon, qui est président de la Fédé de volley, Ok. qui fait un énorme travail. Malheureusement, un de mes clients voulait sponsoriser une équipe et lui m'a envoyé son dossier de sponsoring dans la minute. La Fédé de basket m'a jamais envoyé. Je suis basketteur, donc j'aimerais l'encenser parce que franchement, il fait un travail de ouf. Il est en train de construire, de clôturer le terrain de volley. Je suis sûr dans une vision de le fermer. J'espère être vivant le jour où on va avoir une arena au Togo parce que Dingue. ça va être dingue. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est qui la prochaine personne que je devrais avoir sur sur ce fauteuil? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je cherche des personnes dans le marketing. Ah, marketing. Alexandrine Hans, NCA. Ok. Yes. Oh, Alexandrie, je pourrais la contacter. Ben écoute, est-ce que tu as un mot à la fin, un mot de fin pour nos auditeurs? J'espère que Kidole va vous aider dans votre quotidien. Euh, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde de guerriers. Il faut s'accrocher. Surtout, pour moi, il faut l'élément qui me pousse à me lever tous les matins, c'est la chance. Il faut la provoquer. Il faut jamais abandonner parce qu'à la fin de la journée, on est né pour défoncer les portes et pour réaliser des choses. Kidole est un rêve, est une vision que je ne veux absolument pas voir me hanter le jour de ma mort. Ça, c'est une belle phrase, hein.
Je ne veux pas qu'il me hante. Je veux pas que Kidolé me hante. Le grand fantôme Kidolé. Et j'étais l'idée qui allait changer ta vie. Pourquoi tu m'as pas mis au monde? Pourquoi tu m'as pas concrétisé? Je veux pas ça. Et donc, si vous avez des rêves, poursuivez-les. Poursuivez-les parce que y a rien de mieux que de se réaliser. C'est pas une question d'argent, même si l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais c'est qu'il faut arriver à réaliser des choses et à mettre un pied devant l'autre et ne pas s'inquiéter de si on va réussir ou pas. C'est dans cette discipline-là qu'on arrive à réaliser des choses tous les jours. Ne pas savoir si on va manger le matin ou l'après-midi, c'est bien. Il faut continuer à se lever tous les jours et se dire, peu importe ce qu'il arrive, je mets un pas devant l'autre. C'est comme quelqu'un qui est dans une tempête de neige, s'il s'arrête, il est mort. Ouais. Il faut qu'il continue à avancer. C'est grave. Voilà, ça, c'est... Les entrepreneurs fous. Ouais. Est-ce qu'on est fou? Ah, mais il faut un degré de folie, hein, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Mais, c'est quoi le next big thing, le next big challenge, plutôt, je dirais, côté Kidolé, côté Maono aussi. On n'a pas parlé de Maono. Bon, c'est pas grave, ouais. Maono, enfin... Ok. Prochain challenge de... Il va repasser dans tous les cas. Prochain challenge de Kidolé, c'est vraiment de lever des fonds. Parce que, pour avoir la croissance exponentielle qu'on cherche, on aimerait pouvoir lever des fonds pour recrutement, nos déploiements, notre stratégie marketing et go-to-market dans les deux pays où on démarre et au Nigeria. On aimerait pouvoir investir dans la R&D un peu plus rapidement, donc on cherche à lever de $300,000. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Pouvoir avancer. J'ai beaucoup appris en termes de structuration de start-up, lever de fonds en 10 mois. Je sais qu'il faut un cycle de 18 mois, mais voilà. Si vous avez de l'argent que vous voulez mettre dans un projet ambitieux pour l'Afrique, Kidolé.company. Super. On mettra les liens pour pouvoir découvrir Kidolé en commentaire. On mettra les liens vers tes réseaux sociaux. Super. Et puis, merci d'être passé. De rien. Comment va Pandore? Comment tu vas? Pandore! Ah là là, moi je m'apprête à faire le check classique là, vous savez. Bah Pandore, ça va, ça se passe bien. On a fait un repositionnement très très stratégique en juin. En fait, on était une agence 360 et maintenant on est une agence dédiée à l'acquisition. Donc on pense acquisition, on mange acquisition, on dort acquisition, en se disant en fait tout ce qu'on fait, c'est pour aider nos clients à trouver les prospects et trouver les clients. On ne fait plus un site internet pour faire un site internet. On fait un site internet pour permettre à nos clients de trouver les prospects. Et donc ça a changé toute la logique de la boîte parce que en termes d'objectifs, même les publications sur l'animation sur les réseaux sociaux, les actions qu'on mène, tout ce qu'on fait est toujours objectivé à des résultats. Et concrètement, ça me faisait marrer. C'est une révélation que j'ai eue un peu cette année de me dire qu'en fait, oui, la radio, le terrain, comme disait Emmanuel Forson qui était passé dans le podcast aussi, c'est essentiel. Et ça, on le fait de plus en plus, tu vois. On va pas hésiter pour certains de nos clients. On a récemment quelqu'un qui fait des briques à Lomé qui nous a contacté et qui me dit oui, j'ai envie d'être présent sur les réseaux sociaux parce qu'il pense trouver des clients comme ça. Et on lui dit non, concrètement, nous, ce qu'on va faire, on va prendre la liste des 400 entreprises BTP qui sont sur le Togo. On va les appeler une par une, essayer d'obtenir des rendez-vous. Tu vas avoir plus de résultats par ce canal que par celui de publier des joyeux Noël, bon début de semaine sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est sûr. Donc c'est ça, on en est là. Acquérir de nouveaux clients. Exactement. Et on appellera Maono pour pouvoir gérer tous ces contacts efficacement via Odoo. Tu sais. Super. Bah écoute, merci. Merci de l'invitation. C'était un plaisir. Et je te réinvite à partir du moment où tu sponsorises une équipe de foot ou de basket ou quand tu as fini ta levée de fonds avec Kidolé. D'ailleurs, quand vous allez faire la levée de fonds avec Kidolé, vous allez prendre des panneaux Kidolé? Bien sûr. Ok. C'est cool. Bien sûr. On a une petite stratégie. On va peut-être pas posséder beaucoup de panneaux. On va posséder quelques-uns ou même en partenariat. Ta publicité, elle arrive à expiration sur un panneau. On te fait une réduction pour poser un panneau Kidolé en disant bookez ce panneau avec Kidolé. D'accord. Super. Franchement, si à un moment on est à 10 000 abonnés, je peux prendre un panneau pour mettre 10 000 abonnés décryptes. Allez, à très vite la team. À bientôt.